Ça y est. Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Oh là 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 là, Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda. Bon les gars, va falloir qu'on cause parce que on supporte le Paris Saint-Germain. On sait de quoi on est capable, du meilleur comme du pire. On a été les rois d'Europe il y a quelques jours après notre victoire à Barcelone. Et là, on est pas la risée du championnat de France, mais encore une fois, on échoue contre une équipe du top 4 et encore une fois à domicile. Et là, les gars, va falloir qu'on rende des comptes et qu'on en parle tout simplement parce que c'est pas normal ce qui se passe depuis quelques semaines en Ligue 1, surtout à domicile. Mais déjà, en vrai, moi, je suis pas étonné de la prestation du PSG d'hier soir. Parce que ce qui s'est passé contre Barcelone, si par exemple je suis quelqu'un qui regarde les résultats sur Flash Résultats ou sur une autre application, je vois le PSG, ça gagne 2-1 contre Nice, ça gagne 3-2 ou 3-0 ou 3-1 contre Nîmes, ça gagne contre Marseille, etc. Je me dis que ça a l'air de bien aller le PSG. Et après, je regarde le match du PSG contre Barça, je dis, mais en vrai, le PSG, ils sont trop chauds cette saison. Mais en fait, si tu regardes 90 minutes de chacun des 10 derniers matchs, mais en vrai, on n'est pas étonné du match d'hier. C'est le même match qu'a fait le PSG contre Nice, c'est le même match qu'a fait le PSG contre Saint-Etienne. C'est le PSG depuis 2 mois, c'est ça. Clairement, on a vu Nams le 24 décembre dernier, le limogeage de Thomas Tuchel pour Pochettino. Il y a eu des choses, on va dire, positives, mais là, depuis 2 mois, clairement, on attend beaucoup plus en Ligue 1 du moins, parce que 26e journée, tu perds contre Monaco après des défaites, notamment à Lorient. On rappelle quand même aux auditeurs que le PSG, date d'enregistrement 26e journée de Ligue 1, a battu son record de défaites en une saison en Ligue 1, qui était la saison 2016-2017 avec 5 défaites. Et on a connu la suite avec la 2e place lors du championnat. Et là, ça fait déjà 6 défaites, Nams. 6 défaites, c'est trop. 6 défaites après 26 journées, c'est énorme. C'est énorme et ça symbolise une certaine fragilité. Alors, on a accusé de Tuchel de beaucoup de mots, de beaucoup de soucis, mais il n'est pas responsable de tout. Il faut mettre la responsabilité sur les joueurs, il faut les responsabiliser. Et hier, pour moi, Pochettino n'a pas forcément fait des bons choix. Et je pense que quand tu mets Ander Herrera numéro 10, c'est une insulte au football et tu le payes. Et ça, c'est payé. On y reviendra sur ce choix plus que douteux pour cela. Donc, on rappelle quand même le contexte. Lyon qui gagne à Brest. Ils ont gagné, même si la fin n'a pas été totalement maîtrisée, mais ils ont gagné. Quelques heures avant ce match, Lille l'emporte facilement à Lorient, les amis cachés de notre Rafik national. Les refs. Comment ? Je dis les refs. C'est les refs, les frérots. Les cousins. Et là, on arrive PSG Monaco qui est sur une série incroyable de victoires. Ils enchaînent, ils sont vraiment sur une dynamique imposante. Et on sait que ce match, ça va pas être facile pour les Parisiens. Pochettino aligne la même équipe qu'à Barcelone, sauf, et Nams, tu m'as devancé par rapport à ça, Verratti qui est ménagé sur le banc pour Herrera. Enfin, à la limite. C'est vrai que sur le choix, on comprenait pas trop parce que tu as Paredes, Gay derrière toi, et en fait Verratti servait un petit peu de piston aux deux. Il y avait une complémentarité. Mais là, Herrera, clairement, messieurs, c'est pas du tout cohérent par rapport à la mise en place tactique. Exact, c'est pas logique. Pour moi, tu as un choix comme Draxler qui est sur le banc. Qui fait une bonne rentrée à Barcelone aussi. Voilà, il fait une bonne rentrée. Et au-delà de sa bonne rentrée, on va dire que c'est son poste naturel. Parce que soit ailier gauche, soit milieu offensif. Au vu de ses qualités, le poste de milieu offensif axial est son poste de prédilection. Alors pourquoi ne pas le mettre justement dans ce type de match plutôt que de mettre Ander Herrera? Donc là, c'est quoi? C'est un choix plutôt défensif que tu fais. C'est-à-dire que tu mets Herrera par défaut, mais dans un style où il va pas forcément porter le ballon. Enfin, qu'est-ce que Pochettino attendait justement en mettant Herrera à ce poste-là? On sait pas. Et quand tu vois ce milieu à 3, il n'y en a aucun des trois qui va porter le ballon.
Paredes, c'était que des passes latérales ou pas de passes par l'avant, hein. Très peu de passes vers l'avant à cause du pressing des Monégasques. Le milieu de terrain, c'était le néant. C'était le néant. Mais tu le dis, et puis bon, après, c'est vrai que Draxler contre l'OGC Nice, quelques jours avant, il avait marqué, mais n'avait pas non plus fait un match flamboyant. Mais Exact. c'est vrai que mettre Exact. Herrera en numéro 10, c'est quand même surprenant. Et- D'autant plus. Ouais. Et tu sais, Rafa, voilà, comme tu disais, il n'a pas fait un match flamboyant, mais tu sais, c'est ce genre de joueur. Allez, 10 tentatives, il y en a peut-être 3 ou 4 passes qui seront. Il y aura peut-être une passe magique dans ces 10 passes. Une passe qui va créer du danger, qui sera une occasion assez dangereuse, que ce soit pour Mbappé, Icardi ou Keane. Il y aura toujours cette passe, ce type de joueur, il y aura toujours une passe, parce qu'il est fait pour ça. Mais Herrera, il est pas du tout fait pour ça. Tu sais, c'est comme si, quand il était à Tottenham, c'est comme si Pochettino enlevait Eriksen, il est pas là, et il met Wanyama en 10. Personne ne va rien comprendre. Là, c'est pareil, tu vois. Ouais, parce qu'on critiquait quand même Tuchel de mettre notamment Danilo en défense centrale, de pas faire jouer les joueurs à leur poste respectif, etc. Là, pour le coup, hier, Rafik, là, tu mets Herrera en 10. C'est vrai que c'est assez douteux, et surtout qu'au bout de 5 minutes, Monaco va ouvrir le score avec Sofiane Diop, hein, qui a été pour moi le meilleur monégasque et le meilleur joueur du match ce soir-là, sur une remise de la tête de Aguilar. Mais tu te dis, enfin, moi à ce moment-là, je me dis, bon, Paris va se reprendre, etc. Mais c'est vrai que sans Verratti, même si on critique Verratti parfois par son manque de régularité, mais là, au milieu de terrain, c'est compliqué. T'as aucun mec qui peut faire la différence. En tout cas, déjà, sur le but, ça fait penser un peu aux actions qu'avaient les Niçois lors du PSG Nice, où tu avais toujours sur un centre un décalage qui faisait que le joueur à l'opposé du centre était toujours libre. Je pense à Guri qui était plusieurs fois libre. Il y a un manque de communication, on dirait, dans cette défense parisienne. Il y a toujours quelqu'un qui se retrouve tout seul. Et là, sur le but, c'est la même chose. C'est Aguilar qui se retrouve tout seul à l'opposé, et qui remet tranquillement. Voilà, et qui peut. Comment ? C'est bien Aguilar, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, et Aguilar peut remettre tranquillement, la remettre tranquillement à Diop, et Diop finit de la tête. Navas, je vais pas dire qu'il pouvait rien faire, mais bon, il pouvait pas, on peut pas non plus dire qu'il a mal. C'est pas le fautif, c'est clairement pas le fautif. Mais voilà, c'est la défense parisienne qui est pour moi assez bancale sur le but. Et après, par rapport à la création et Herrera, oui, on a vu que Herrera en 10, ça ne donnait pas la création, il n'a pas les réflexes d'un numéro 10. Mais oui, il n'a pas assez réflexes. Mais en fait, il faut savoir qu'aussi au très haut niveau, c'est très compliqué. Rares sont les joueurs qui peuvent passer d'un poste à un autre, parce que un mec qui joue relayeur, etc., lui dire de jouer en 10 comme ça d'un coup, mais au très haut niveau, les réflexes au très haut niveau, c'est pas comme en district. En district, tu peux changer de poste comme tu veux, parce que les réflexes, t'as pas besoin d'avoir des réflexes de très haut niveau. Les réflexes d'un numéro 10, surtout contre une équipe de Monaco qui a très très bien joué en bloc. Moi, je trouve qu'ils ont fait un très très bon match en équipe. Et si t'as un mec qui a pas ses réflexes de numéro 10, c'est impossible. C'est impossible pour Herrera. C'est pour ça que Herrera, je veux pas dire que il est nul, c'est pas ça. C'est juste qu'il a pas. C'est pas pour lui, c'est pas un poste pour lui. Ça s'improvise pas. En fait, c'est voilà. Exactement. Comme là, pour le coup, les gars, vous êtes en train de dire indirectement quand même que Pochettino, c'est l'un des gros fautifs, parce que c'est lui qui est à ce poste-là. Oui, comme l'exemple que je t'ai pris tout à l'heure, Wanyama. Tu sais, un numéro 10, ça ne s'improvise pas, tu vois. Par exemple, un 9,5, il peut jouer 10, mais il ne pourra pas jouer comme un 10. Un 10, aujourd'hui, dans le football actuel, un numéro 10 peut jouer relayeur. Mais l'inverse est beaucoup plus délicat. Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup plus délicat. Donc, je peux prendre un cas comme Pogba, tu vois, c'est un 8, tu joues 10, ça s'improvise pas, tu vois. Un 10, c'est. Fernandez, il vient, bien sûr. Jouer dans les 30 derniers mètres, c'est pas la même chose que jouer au milieu du terrain. Au milieu du terrain, c'est pas du tout les mêmes réflexes, c'est pas la même. C'est pas la même vision, efficacité. C'est quand tu joues dans les 30 derniers mètres, en général, t'es plutôt tourné, t'es dos au but, plutôt dos au but, donc du coup tu dois maîtriser les contrôles orientés, tu dois aussi lire tu dois un peu imaginer ce qu'il y a derrière toi, alors que quand tu joues relayeur, t'as plutôt le jeu en face de toi, du coup c'est pas les mêmes réflexes. Et ouais, on l'a vu que ça manquait de création au niveau PSG. Dans tous les cas, Rafik, je t'interromps, mais c'est vrai que pour revenir sur le manque de création, ça s'est vu dans la première mi-temps tout simplement, parce que en fait, à part la frappe de 25 mètres de Gueye vers la 30e minute,
Paris n'a pas eu de grosses occasions. S'il y a eu Keane, le seul Parisien selon moi qui s'est montré présent, qui a provoqué une faute dans les 22 mètres, où Kurzawa s'est lancé pour tirer un coup franc, et mine de rien, ce coup franc est plutôt pas mal tiré. C'est ça. C'est ce que mais heureusement. Bon. Moi, je voulais pas que ce soit Paredes qui tire. Déjà, il a tiré 2 corners dans le match. C'est catastrophique les 2 corners comment il les tire. Mais Pochettino, les spécifiques corners, faut les travailler parce que là, il faut qu'il arrête de. Il se prend pour qui Paredes? Mais vraiment, je crois que je veux dire à chaque il se prend pour qui ce mec? Il se prend pour qui? Non mais il fait l'ancien. Même si le corner, il fait l'ancien, il fait le mec je tire en force. À chaque fois, ça arrive même pas au premier poteau. Il fait l'ancien parce qu'il fait l'ancien. Leandro, si tu nous entends. Défendre ton statut d'ancien avec grand plaisir, mais ouais, pour revenir à son match, c'est vrai que Paredes, pour défendre Rafik un peu, a été couvert de louanges pour le match contre le Barça. On peut dire quand même à juste titre parce qu'il fait quand même un match très intéressant, mais c'est du Paredes et il n'est pas le seul à ne pas avoir répondu présent ce soir-là. On viendra par la suite parce que le PSG ne fait pas un gros match et surtout pas une bonne première mi-temps parce qu'au final, on voit que l'absence de Verratti a fait mal. Et Monaco n'a pas montré grand-chose dans cette première mi-temps, à part de la gestion. Et le seul Parisien que je vois intéressant sur cette première mi-temps, messieurs, c'est Moïse Kean. Ouais, c'est ça. À part c'est ça, le seul qui montre des choses et c'est le seul qui se montre. Et à part ça, il y a quelque chose qui symbolise un peu notre première mi-temps, c'est le duel Mbappé face à Disasi. Ouais. Un duel gagné là où il centre, il rate son centre. Oui, c'est le seul duel que Mbappé gagne de la rencontre. Exactement. Et sinon, Disasi le muselle parfaitement. Et son centre, justement, part très loin. Et ça montre vraiment justement que Paris n'a pas réussi. Paris n'a pas réussi à jouer. Et Verratti n'était pas là, donc il n'y a pas un joueur de ballon. Il n'y avait pas un joueur vraiment de ballon qui porte le ballon, qui peut aller vers l'avant, qui peut proposer des solutions, qui peut tirer de loin. Il n'y avait pas du tout ça. Donc ça a été problématique. Et on parle aussi. Et on parle aussi de, tu disais, les problématiques par rapport à tout ça. On parlait aussi, et tu le disais tout à l'heure, des passes de Paredes qui étaient trop en retrait. Ouais. Il a notamment provoqué une mauvaise passe en première mi-temps qui a provoqué un corner qui a été repoussé en 2 temps par la défense. En début de deuxième mi-temps également, il rate une passe, mais heureusement Kimpembe était là pour sauver la contre-attaque. Là, c'est problématique. Est-ce que Paredes peut faire des bons matchs sans Verratti? Mais en fait, il faut savoir que là où on dit que Paredes fait des masterclass, quand tu vois le match à froid, c'est des matchs où il n'est pas pressé, où il a tout le temps de pouvoir bien ajuster ses passes. Certes, c'est des passes vers l'avant, mais c'est des passes vers l'avant où il n'est pas pressé, où il est dans les meilleures dispositions pour la réussir. Et en plus, après, il a aussi un langage corporel qui fait que quand il fait la passe, tu crois qu'il est grave chaud, tu vois. Il fait les passes avec une certaine élégance, tu vois. Par contre, Matuidi va faire la même passe, on va dire, ah, Matuidi, tu vois. C'est parce qu'il n'a pas la même élégance niveau du corps pour la faire. Et du coup, quand il y a une certaine pression qui s'invite dans on va dire dans l'espace de Paredes, et du coup il y a toute sa technique et tout son football qui se bride d'un coup, parce que vraiment ça se bride d'un coup, parce que Pirlo c'est l'un des meilleurs régistas qu'on a vu. Même sous pression, il arrivait à déposer des passes vers l'avant comme s'il n'était pas pressé. Il y avait vraiment aucune différence entre pressé et non pressé. Mais Paredes, tu vois son niveau de footballistique tellement décliné dès qu'il y a une petite pression et dès que ça défend intelligemment. Et on a vu les ballons perdus et le fait qu'il n'était pas très dangereux dans ses passes. Bon, j'ai été dur avec lui, mais en première mi-temps, il a fait quand même 2 très belles passes, 2 belles passes, 2 transversales vers l'avant pour Icardi qui était très intéressante. À la mi-temps, il y a 1-0 pour Monaco qui ne semblait pas vraiment inquiété. Pochettino autour des vestiaires qui fait pas de changement. Clairement, pour moi, c'était la grosse erreur. Tu as le droit de faire 5 changements et à la mi-temps, tu n'en fais même pas un, alors que tu vois que ton milieu de terrain boit la tasse et n'arrive pas à trouver de solution. Moi, clairement, j'ai trouvé que Pochettino est vraiment... Tu peux te tromper en début de match sur un fait, mais que tu réagisses aussi tardivement et attendre d'avoir encaissé le deuxième but pour faire tes changements, j'ai trouvé ça... Et du poste pour poste. Souvent, c'est ça, c'est ce qu'il avant. Parce que pour contextualiser, Monaco au final revient bien. Il y a la contre-attaque qui a été amorcée par alors je crois que c'était Enrique, mais c'est Kimpembe qui l'a stoppé. Et au final, 51e minute, t'as Herrera qui tente de relancer,
mais Maripane le contre. Et tel un attaquant, il ouvre son pied, il croise 2-0, ça continue. Et je sais pas si vous avez vu cette image. Je sais pas si vous avez vu cette image qui dit c'est Mbappé qui dit under, dégage devant. Mais il a raison, faut dégager là, faut pas jouer, faut pas jouer propre là. Là, faut pas y a pas faire de fioriture. Là, on n'est pas là. Ça se paye cash derrière. Ouais. Et je dirais pas qu'il tue le match parce qu'il y a une occasion qui aura peut-être pu tout changer. Vous savez, c'est quand Keane a l'occasion de décaler peut-être Mbappé qui est juste à sa droite, qu'il tire et qu'il voilà, c'est peut-être une occasion qui aurait pu tout changer, mais ce but, il a vraiment fait mal, je trouve. Ce but, il a fait mal. Mais c'est vrai que ce but fait mal. Et Rafik, je vais pas te demander si pour toi Paredes et Herrera ont vraiment été les deux plus gros points faibles. On viendra par la suite lors du top et flop. Mais là, t'as Pochettino qui fait enfin son double changement, qui fait rentrer Rafinha Verratti. Et là, pour le coup, moi, je comprends toujours pas pourquoi Pochettino ne fait pas jouer Rafinha. Sachant qu'il a eu le Covid début janvier, on est bientôt fin février, et clairement, à part avoir chopé le scorbut ou il a le variant scandinave, il faut 2 mois pour que je sais pas ce qu'il a chopé. Je sais pas ce qu'il a chopé Rafinha, mais en tout cas là il a pu enfin s'exprimer, mais bon, il a pas beaucoup de temps de jeu dans les pattes. Ouais. Et oui, c'était par rapport à l'occasion là que tu parlais, Nams, où Kurzawa centre Keane de la tête, mais il centre sur le compte. Et là, Paris il frôle le pire. 2 minutes après. Vous vous souvenez quand Tchouaméni sert Enrique là de Monaco et qui centre pour Voland et il cadre pas sa tête. À la 62e, moi clairement, je croyais qu'il allait avoir 3-0 à ce moment-là. D'ailleurs, Tchouaméni, gros match en termes de placement tactique. Oui, Aurélien Tchouaméni, grosse révélation de la Ligue. Le bloc, le bloc Monaco, ils ont fait un match sérieux vraiment. En plus là. Comme il n'y a pas le public, on entend bien la communication entre les joueurs et vraiment, on les sentait tous impliqués. Sofiane Diop fait un très bon match, mais on entend plusieurs fois les mecs derrière lui un peu le cadrer son placement et à chaque fois, il obéit directement, tu vois, il le sait que c'est dans l'intérêt du bloc et c'est ça que j'ai trouvé très bien avec Monaco, c'est qu'ils ont... Et en plus, quand une équipe joue très bien en bloc, on sait que Mbappé, il a du mal contre des équipes qui jouent bien en bloc. Et là, on l'a encore vu. Pas un tir. Pas un tir avant la 83e, Sassi et Aguilar, ils ont fait un match intelligent sur leur côté. Mbappé a été inexistant. Et vraiment, c'est pour revenir. En tout cas, oui, Tchouaméni, Fofana. En plus, Fofana, au bout d'un moment, t'as Paredes qui le fracasse. Moi, j'attends que ce soit le contraire et qu'il reste par terre, Paredes, et qu'il reste par terre pendant 5 mois, si c'est possible. Et ouais, c'est. Là, le PSG, c'est KO, mais en tout cas, l'entrée de Rafinha et Verratti ont fait directement du bien dans les 30 derniers mètres du PSG. Là, on a commencé à avoir un PSG dans les 30 derniers mètres qui commence un peu à garder le ballon dans ces 30 derniers mètres, là où ils n'arrivaient pas les 55 minutes d'avant. Oui, mais au final, Monaco était proche du 3-0. Paris va va essayer de faire des choses. Tu vois Kurzawa qui essaie de servir Mbappé, Maripane le bloc. Keane également, il fait une reprise contrée à un quart d'heure de la fin. T'as aussi la tête de Keane, t'as une tête de Keane intéressante. Hein. Oui, t'as une tête de Keane où je crois que ça part de Verratti qui la met à Florenzi qui centre et t'as une tête de Keane qui est pas mal et qui, mais dommage, elle est trop sur le compte. Dommage, elle est trop sur le compte. Je l'avais mentionné avant le 3-0, le but qui aurait pu coûter le 3-0 au PSG avec la tête de Voland. Mais c'est vrai que après cette phase-là, quand Draxler rentre, etc., au final, Monaco, et c'est ce que j'ai vraiment trouvé d'intéressant, c'est qu'au final, Monaco, ils ont vraiment joué bloc bas. Ils ont compris qu'ils n'ont pas fait la même erreur que Barcelone a laissé des espaces et des boulevards à Mbappé notamment. Mbappé a absolument rien fait et ça montre encore une fois que Mbappé, aussi fort qu'il est dans certains grands matchs, etc., que quand il a moins d'espace et que le milieu est resserré, la défense aussi, et surtout une équipe comme Monaco qui est disciplinée et qui a énormément progressé depuis quelques semaines voire quelques mois, c'est plus compliqué et au final à la fin du match on voyait des frappes de Danilo, de Kimpembe qui partaient 4-5 mètres. Oh là là, Danilo. Attendez, parce que Paris n'avait pas de solution. Vous venez de citer Danilo, mais Danilo, il rentre à la place de qui? Paredes. Non. Paredes, c'est Draxler, si je dis pas de bêtises. C'est un double changement. C'est pas Danilo et Draxler qui rentrent en même temps. Icardi sort. Icardi, exactement. Ouais. Exactement. Icardi sort.
C'est Draxler qui rend ta passe Icardi. Oui, enfin bref, tu voulais dire que Icardi est sorti parce qu'il était fantomatique. Oui, mais en fait, c'est surtout, j'ai pas compris justement sa sortie parce que même s'il est fantomatique, quand on connaît le style de jeu d'Icardi, c'est que il faut un ballon. Il a pas eu de ballon, il a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Mais le problème, Nams, le problème, c'est que Icardi, le problème, c'est que quand il n'est pas en vue et qu'il ne marque pas ou qu'il n'est pas là pour décaler, etc., c'est comme si le PSG jouait à 10. C'est vrai. On lui a toujours reproché ça. Sauf mercredi. Par exemple, mercredi, je l'ai trouvé assez important justement dans son placement, son jeu en une touche. Oui, parce que les ballons arrivaient à lui. Son placement a beaucoup servi Mbappé justement pour ses courses. Parce qu'en plus, on sait que voilà, Mbappé est meilleur en 9,5, il est bien en 9,5. Mais voilà, justement, Icardi, parce que c'est un changement justement qui est pas vraiment compréhensible. De le sortir, sachant qu'il faut marquer, faut mettre toutes les forces offensives, il faut laisser toutes les forces offensives devant. On perd 2-0, entre guillemets, pour moi, ça peut pas être pire, tu vois. Faut essayer de marquer, il faut pousser. Et là, c'est un peu frileux, tu vois. J'ai trouvé ça un peu frileux de la part de Pochettino. Non, mais clairement, c'est vrai que le PSG a été absent et s'est fait battre dans tous les angles en fait dans ce match. C'est ça. Et au final, on notera également le geste de rage un peu de Mbappé sur Disasi qui prend un jeu. Clairement. C'est gentil. Hein. Et clairement, j'espère pas entre guillemets parce que je veux quand même voir Mbappé ne pas rater plusieurs matchs en Ligue 1 parce que là, le PSG a clairement besoin d'enchaîner les points et les victoires. Mais là, Mbappé, normalement, il doit prendre 3-4 matchs. Hein. C'est sûr. Là, avec déjà, je comprends pas pourquoi l'arbitre lui met qu'un jeune, mais bon, c'est tant mieux pour le PSG. Mais on voit très nettement que c'est un geste de frustration, c'est un coup de pied qui est en dehors du cadre du jeu. Normalement, ça doit être sanctionné d'un rouge, tu vois. C'est scandaleux. C'est vraiment, en tout cas, la réaction qu'il nous a montré, Mbappé, elle est pas très, ça dégage pas beaucoup d'assurance. Vraiment, en fait, ça veut dire par ce geste, il a montré que il était à court de solutions contre un Disasi qui a défendu intelligemment et qui a joué au foot plus intelligemment que lui. Et il était à court de solutions. Ouais, non, c'est ça. Disasi, il a maîtrisé, il a muselé, il a suivi partout comme une ombre. Non, mais c'est exactement ça. Mbappé a vraiment pas eu de solution et Disasi a fait le match quasi parfait, voire parfait contre Mbappé. Et pour clôturer entre guillemets ce débrief, on va passer au top et flop. Là, pour le coup, je pense que la case flop sera plus conséquente que la case top. Mais en tout cas, en top, c'est un fait ça. Alors en top, moi clairement, Chouameni, Aguilar, Maripane, la défense monégasque, le dispositionnement tactique qu'a proposé Kovac. Je le mets en top, donc ça voilà, et Sofiane Diop, mention spéciale. Même Kovac dans les tops, hein. Ouais, clairement. Comment ? Même Kovac, Ah oui, non mais clairement. Le staff technique, tout. Ouais, même le cuisinier qui a préparé le plat avant le match. Non mais bref, c'est incroyable. Monaco a fait, peut-être on va dire que dans les flops Monaco, à Ben Yedder, et même Voland, son occasion de tuer le match, bon. Ouais, c'est vrai que Ben Yedder, c'était un peu dur. Il y avait une action qui m'avait un peu marqué où il se débrouillait un peu, tu sais, il avait Marquinhos et Kimpembe sur le dos, il était en déséquilibre, presque au sol, et il a réussi à garder le ballon et à le transmettre à un de ses coéquipiers, et je me suis dit, ouais, non mais clairement, il est très... Et clairement, dans les tops parisiens, alors moi, j'en ai eu que 2. La rentrée de Verratti qui a un peu soulagé le milieu de terrain et Kean. Pour moi, Moïse Kean, j'ai été dur avec lui, Moïse Kean, mais clairement, même quand le PSG va mal, je trouve qu'il n'est pas dégueulasse et au contraire. Je trouve qu'il a fait de son mieux et c'est le seul qui pouvait se regarder devant une glace après le match, clairement. Totalement. C'est le seul qui apporte un sentiment de pouvoir mettre du danger dans une défense. Il va pas le mettre avec des passes incroyables ou des dribbles incroyables, mais il va le mettre avec une certaine activité, aussi il prend avantage de son physique. Il a un physique qui lui permet de pouvoir un peu bousculer une défense, etc. Il le fait très très bien et vraiment depuis 3-4 matchs. En plus, il joue ailier droit, un poste qui c'est pas son poste, ailier droit. Il fait ses matchs, hein, vraiment, il fait ses matchs. Il s'adapte. Il s'adapte. Si on prend Nice et Monaco, c'est pour moi, on enlève Navas, mais pour moi, c'est celui qui peut le plus se voir dans une glace. Oh, c'est sûr. Et dans les flops, moi, je vais forcément commencer par Herrera parce que
je vais associer choix de Pochettino et Herrera. Parce que le choix de le mettre en 10, ça ne lui rend pas service non plus à l'Espagnol. Donc Pochettino, il est forcément dans les premiers coupables. Mais Herrera en numéro 10, catastrophique, fautif sur le deuxième but, manque d'inspi, de qualité. Tu sens que le gars, c'est pas son poste. Après, moi, je mettrais aussi Pochettino dans ces flops-là, parce que déjà, mettre Herrera en 10, réagir trop tard pour faire des changements, je trouve qu'il a vraiment, pour le coup, il a gagné le match quasi à lui tout seul contre Barcelone. Mais contre Monaco, je dirais pas qu'il l'a perdu tout seul, mais il est en grandement en partie. Enfin, il a sa part de resto, c'est sûr. Responsabilité, c'est clair. Ouais, Nams. Franchement, Pochettino, moi je le mettrais coupable en premier lieu, avant même Herrera. Alors, ok, il a plus ou moins l'intelligence de garder quasiment la même équipe. Le changement qu'il fait, c'est-à-dire en mettant Herrera à la place de Verratti, c'est un changement qui change tout et qui nous démontre encore plus que Verratti est vraiment indispensable. Ouais, Verratti est indispensable, comme tu dis. Moi aussi, ce que je lui reproche, c'est des changements tardifs. Des changements tardifs téléphonés. Et il n'y a rien de fou dans ces changements. C'est vraiment très souvent, c'est du poste pour poste. C'est du poste pour poste et ça n'apporte rien. Ça manque de folie, ça manque de prise de risque en cours de match. Ouais. Ça manque et c'est pas possible. Et Herrera, oui, en deuxième, c'est-à-dire que cette relance courte, non, ça faut dégager. Ouais, un niveau comme celui-ci, c'est pas tolérable. C'est pas tolérable. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu sais, cette erreur-là, en fait, j'ai l'impression que ça témoigne un peu ce football actuel. Tu sais, même avec ces gardiens qui veulent toujours relancer court quand il faut dégager. Tu vois, les gardiens, les défenseurs, on est dans une ère. Non, faut. On l'a vu en Ligue 1. On l'a vu en Ligue 1 pas plus tard ce week-end avec Mandanda, possédé par Ludovic Blas ou Sibois, l'ancien Parisien, avec le but de Paqueta. Exactement, c'est ça. S'il faut dégager, il faut pas s'embêter. Faut rester dans son registre. Si t'es pas un joueur qui est fait pour jouer de la sorte, joue comme tu sais le faire. Et pour les autres flops, alors je vais en mentionner encore 3-4. D'abord Mbappé, parce que Mbappé contre le Barça, c'est 80% de duels gagnés. Je pense que là, il y a la même statistique, mais à l'envers. Je pense qu'il a dû en perdre au moins 80% de ses duels. Et moi, je sais pas vous, et je fais une petite dédicace à mon pote Alexandre qui écoutera ce podcast, avec lequel on a discuté. Et il disait que Mbappé, je sais pas si vous avez vu, et j'étais d'accord avec lui, quand il rentre sur le terrain, tu sens qu'il fait attention aux caméras. On dirait que le match contre le Barça, c'était une fin en soi et pour lui, même s'il foirait ce match contre Monaco, bah tant pis, il a fait son devoir, comme si c'était une fin en soi. Et on le disait dans le podcast sur le match contre le Barça, il faut que la performance de Mbappé ne soit pas un accomplissement et au revoir, ciao. Non, il faut que ça serve de déclic pour la suite. Et là, pour le coup, il a tout faux. Il a eu tout faux. Mais en plus, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, la dictature de l'instant, et on sait qu'elle est à son paroxysme, et vraiment les 90 minutes à Barcelone, elles ont fait oublier aux personnes. Je sais pas si elles ont fait oublier. Au final, je sais pas si elles ont fait oublier ou c'est que les personnes ne regardent pas, ou les personnes ne regardent pas les matchs, ils ne regardent que flash résultats et du coup ils voient Mbappé buteur. Du coup pour eux c'est un bon match. Non, je pense que c'est les résumés. En fait, c'est les résumés de match, les petites aussi vidéos, les résumés, les highlights, les petites actions. Voilà. Bien sûr, c'est ça. Parce et que le lendemain du match, on oublie les 9000 minutes. J'abuse, mais je caricature, mais on oublie les 9000 minutes où il montre beaucoup de défauts. Exactement. Et donc voilà. Et au final, c'est comme je disais au début du podcast, est-ce qu'on est étonné de cette performance de Mbappé? Moi, je suis même pas étonné en fait. Est-ce que vous êtes vraiment étonné de cette performance de Mbappé? Non, moi je suis par la prestation collective plutôt, je dirais. Ouais, Mbappé, je pense on connaît défense haute qui laisse des espaces. C'est parfait pour lui, mais une défense regroupée, c'est très compliqué pour lui. C'est vrai que je suis pas étonné par le fait que Mbappé n'ait pas fait un match flamboyant ce soir. Maintenant, c'est vrai que j'attendais quand même une dynamique plus importante du PSG à l'image de la victoire 5-1 au Vélodrome quelques jours après le 4-0 contre le Barça en 2017, où là tu sentais que c'était dans une bonne dynamique comme ce qui s'est passé à Barcelone, mais ça montre aussi clairement que limite Monaco là cette année c'est beaucoup plus fort que le Barça. Je suis désolé, au terrain c'est beaucoup plus sérieux. 6 points contre Paris quand même. Ouais, 6 points. Et là, on va en venir parce que je vais finir avec les flops parce que j'avais mis également Gay et Kurzawa qui n'ont pas été dedans et un peu aussi Paredes et un peu l'ensemble de l'équipe. Mais Gay. Là, ouais, pour Gay. Mais je crois que Gay, il est encore en train de capitaliser sur son match contre le Real Madrid. Je crois que à chaque fois qu'on commence à se rendre compte qu'il est limité,
Et il va demander à son CM, mec, s'il te plaît, essaye de mettre une vidéo de moi contre le Real Madrid, genre highlight, genre tu mets en titre The Cruz Killer, tu vois, et comme ça on se rappelle que j'ai fait ce match-là et on me laisse tranquille. Je crois il manipule un peu les gens pour qu'on oublie à quel point que ces matchs sont mauvais depuis un bon moment. The Senegalese Talent 2021. Mais bon, en tout cas, on va pas non plus piloguer sur les flops, hein, parce qu'on sait que Paris a été globalement en manque d'inspiration et on peut dire mauvais. Là, on va faire un petit point avant de clôturer ce podcast sur le classement. Lyon est devant, surtout Lille qui est devant avec 6 points d'avance. Paris qui n'a pas battu une équipe du top 5 au soir de la 26e journée. Un nul à Lille, une défaite à domicile contre Lyon sur une erreur individuelle et un but bête encaissé. 2 défaites contre Monaco. Il reste un déplacement à Lyon, un match à domicile contre Lille et surtout 12 petits matchs pour repasser devant avec la Ligue des Champions qui va probablement se poursuivre au moins jusqu'au quart de finale. Est-ce que Paris est en danger pour le titre, messieurs ? Parce que là, 6 défaites en 26 matchs, malgré un début de saison un peu dans un contexte délicat, c'est chaud. 6 défaites, c'est pas anodin. 6 défaites en 26 matchs, c'est pas anodin. Hein. On peut monter à 10. Et même les victoires acquises, notamment contre Lorient, contre Nîmes, des victoires un peu à l'arraché, sans saveur. Ou même la victoire contre Metz, hein, où Draxler marque de la tête à 9 contre 11 là, la 3e journée, là, un truc comme ça. Pareil, c'est une victoire arrachée, mais ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu une victoire parisienne aussi maîtrisée comme à Barcelone en Ligue 1. Ou sinon, il y avait la victoire contre Montpellier où le PSG jouait bien. Avec le rouge. Il y a eu le rouge très rapidement, mais même à 11 contre 11, au tout début, le PSG surdominait Montpellier. D'ailleurs, on avait fait c'était avec nous trois qu'on avait débriefé ce match-là. Mais sinon, il y avait Neymar et Di Maria qui avait fait aussi un bon match. Mais sinon, mais oui, le PSG, sinon, c'est en fait, il n'y a pas assez de matchs où je peux me dire de bons matchs où je peux me dire ouais, le PSG sera champion parce que cette année c'est des victoires 2-1, 3-2, mais où on monte un visage bof parce que en face il y a beaucoup d'équipes qui sont pas bonnes. Il y a beaucoup d'équipes qui sont pas bonnes et Lille et Lyon et Monaco, je trouve qu'ils gagnent de manière plus rassurante que le PSG. Ouais, clairement, les Lyonnais, les Monégasques et même les Lillois, comme on l'a vu ce week-end avec Lille à Lorient, remportent des victoires au panache. En tout cas, ça a été un plaisir, les gars, d'avoir débriefé avec vous ce match, malgré la prestation médiocre des Parisiens. On se retrouvera vendredi pour un podcast rétro. On vous donnera plus d'informations sur nos réseaux sociaux. Nos Parisiens vont se déplacer à Dijon, lanterne rouge de Ligue 1 qui enchaîne défaite sur défaite. Donc là, je pense que si Paris ne peut pas se relancer, ça va aller se rassurer là-bas. Hein. Ça va aller se rassurer. Je pense que ça va aller se rassurer là-bas. Hein. Oui. Une victoire assez large, j'espère. T'as une semaine où t'as pas de match, tu peux te reposer, recharger les batteries. Donc là, les Parisiens n'ont pas d'autre choix que de gagner et avec la manière. Donc on attend au moins cette réaction pour réespérer rejouer les premiers rôles et surtout doubler Lille et Lyon pour ce titre. Messieurs, je vous remercie. Ça a été un moment pas forcément facile, mais c'est pour ça qu'on est là et on espère voir des jours meilleurs pour nos Parisiens. Il est monté Pauletta dans la surface d'affaire. Le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda.